Appelez-moi Héno. Appelez-moi Héno. Enraciné dans ma terre, je n'ai couru nulle blanche baleine. Je n'ai couru le monde. De sa destruction, je fus pourtant témoin. De sa folie, je ne peux que pleurer. Des bords de la Méditerranée, que de réfugiés, rejetés, noyés, exclus, vendus, perdus, la honte de notre humanité. Les guerres, les horreurs, la fin des temps, la fin du temps. Nos cerveaux aseptisés, anéantis, l'arbre de vie tronçonné, brûlé, l'essence de la vie manipulée, bien disant le discours, malveillante les pensées, tulipes, bananes, au prix de l'or, pas de valeur pour les pensées. Comme nous tous, témoins passifs, impuissants, je n'ai rien pu sauver. Mon âme, peut-être, ne m'appelez plus Héno, ne m'appelez plus. J'ai un projet sur les adventices, maintenant je commence à m'y connaître en matériel, tu vois. La bileuse avec les doigts cresse. Ouais, c'est un projet européen, c'est vachement intéressant. On essaie de comprendre les combinaisons de facteurs qui favorisent 3 adventices. Le laitron, le chianan et le chardon. Là, ça fait 3 mois qu'on bosse sur le chardon, alors je commence à... Donc dans la vie, je suis enseignant-chercheur. Ça veut dire qu'en même temps, je fais de l'enseignement pour des étudiants et en même temps, je fais de la recherche dans un centre de recherche en agronomie. Et je suis plus particulièrement spécialisée dans la protection des plantes contre les différents ennemis qui peuvent commettre des dégâts et la façon de les protéger le plus naturellement possible en évitant l'utilisation des pesticides. Je crois que les choix qu'on fait dans sa vie professionnelle sont quand même intimement liés à ses choix et à son éthique de vie. Donc voilà, je pense que la laine que je tricote, elle est la plus biologique et la plus naturelle possible. Mais quand je fais de la cuisine, j'essaye d'être en accord aussi avec mes recherches professionnelles en essayant de ne choisir que des produits qui soient les plus respectueux de l'homme et de la nature. Depuis 1958, j'habite à Montaulieu. Mes parents sont d'ici, des deux côtés, mon père et ma mère, mes grands-parents aussi, mes arrière-grands-parents aussi. Et je crois que même les générations d'avant aussi. J'ai fait un stage dans une ferme à Cessac, je suis un éleveur, et puis après l'école agricole. Et j'ai toujours aimé les animaux, et j'ai toujours dit que je serais berger. C'est un choix, oui, parce que j'ai toujours aimé être dehors, dans la nature. Et on n'avait pas la télé à l'époque, on avait le plaisir d'aller dehors, de s'amuser avec les copains, des bandes, de jouer aux cow-boys et aux Indiens. J'ai basé toute notre exploitation sur la conservation de la biodiversité, de la flore, de la faune. Ici, la ferme, elle est classée à Natura 2000. Natura 2000, espace naturel, convention avec les conservatoires. Il y a zone humide aussi, enfin. Oui, il y a zone humide, il y a tout, quoi. Donc tu es quand même quelqu'un d'extérieur, toi, Ah oui, oui, fondamentalement. il faut être dehors tout le temps. C'est pour ça que là, ça va, cet atelier, il est bien. Ouais. Mais je suis comme toi, moi. Et j'ai toujours une bonne raison pour être dehors. Donc vraiment que qu'il pleuve des torrents ou que je puisse pas y aller, quoi. Parce que
C'est la priorité, c'est d'aller dehors. Moi, c'est dehors ou à la bergerie avec les brebis, voilà. Qu'est-ce que tu fais quand tu es dedans la bergerie? Des fourriers. Ah oui. Je les regarde et puis voilà. Tu leur parles à tes filles? Ça me suffit. Et alors les copines? Ah, je sais pas si ça leur va, mais bon, j'ai pas eu de plainte encore. Avant tu la vendais la laine? Avant, Il y a une époque où tu la vendais? Oui, oui. Et On la vend, mais... Et tu la vendais bien quoi? Non. Non. Mais il y avait des filatures quand même vers Mazamet et tout ça, non? Ouais, mais c'est qu'ils n'apprenaient plus déjà, c'était la laine d'ailleurs. Ouais. Toute la laine, laine de tout le troupeau, elle va quoi, 70 €, 80 €. Oh là là, c'est dingue. Hein. Et toute la laine, et pas... Toute la laine. Ouais, c'est dommage. Maintenant on achète de la laine d'alpaga qui vient du Pérou. Ouais. C'est vrai qu'après j'ai toujours eu une fascination pour les cornes, un peu les cerfs. Ouais. Et là, ta dernière exposition, quand même, c'est un thème bien particulier. Oui, c'est pas du tout ce genre de sculpture. J'ai voulu faire montrer un peu avec tous les objets de la nature que j'ai récupérés. J'ai fait des assemblages et faire comme une espèce de musée. Comme les cabinets de curiosité. Oui, un peu. Oui, mais l'Arche de Noé aussi, tu disais. Oui. Oui, en fait, toute cette expo, c'est une continuité de mon travail quotidien, de mes observations de la nature. Tout ce que je retrouve des fois dans des champs, il y a des animaux qui meurent, et bon, de vieillesse souvent, et on retrouve les squelettes après, en voyant des fois un animal, je sais pas. Une idée me vient et puis voilà, je le garde dans la tête. Donc c'est plutôt la destruction que l'homme a fait de notre monde que la fin du monde. Parce que le monde, il n'a pas besoin de nous pour tourner. Ça fait... Mais il tournerait peut-être même mieux sans nous. Mais je pense. Mais après, je suis pas collapsologue dans le sens que je pense qu'il y a certainement des solutions si on va pas trop loin dans la destruction. Quoi. Même si on voit les populations d'insectes, on parle vraiment d'effondrement des populations. Oui. Là, c'est vraiment le mot qui est employé parce que on se rend compte à quelle vitesse et à quelle intensité les populations ont disparu. Donc c'est vraiment un effondrement des espèces comme des colonies d'abeilles dans certains secteurs, etc. Donc là, c'est vraiment des effondrements. Et je me dis que bon, on va peut-être finir par réagir à un moment. Quoi. J'ai des doutes. Mm. Moi, je trouve qu'il y a l'effondrement, mais de l'être humain, quoi. De l'intelligence et de tout ça. On parle de catastrophe complète. Bon, après, ça peut pas venir que des agriculteurs, quoi. Faut que la société, elle réagisse aussi. Ben oui. Sinon, les agriculteurs tout seuls, ils peuvent pas non plus... si derrière, ils sont pas suivis, ça suffira pas, quoi. C'est un bien incroyable. Pour les gens qui ont des troubles psy, le fait de côtoyer des arbres, d'être immergé dans la forêt, parce que les arbres, ça a quand même une valeur symbolique. Et là, en plus, tu te rends compte qu'il y a une force aussi. Une force de la nature. Quand tu vois les arbres, la force des arbres, puis la communication qui existe entre les arbres, tout ce qui est force physique, même force
je ne peux pas dire, je sais pas trop comment dire, tu vois, c'est pas spirituel, mais du coup, ben, ça peut permettre aussi de te toi-même d'y puiser à cette force. Quoi. Montelieu, il y a un riche passé, mais qui est plus industriel, lié aux activités qu'il pouvait y avoir ici de laine ou de filature ou de cuir. Moi, je ne veux pas dire que je suis mal à Toulouse aussi, tu vois. Je veux dire, j'ai vachement de chance de vivre où je suis à Toulouse et tout ça, c'est bien, quoi. Mais à long terme, c'est sûr que je souffrirais plus à Toulouse qu'ici, quoi. Pas trop quoi dire. Enfin, si, je sais quoi dire, mais pas comment. Je sais pas trop comment, surtout. Les autochtones, bon, ça fait péjoratif, mais c'est pas plus péjoratif qu'autre chose. Il y en a plus, moins. Les indigènes. Des indigènes, ouais, je sais pas quoi. Les locaux. Je trouve que le contact, c'est pas fait, quoi, entre mais depuis le début, c'est pas de maintenant, quoi. Il y a eu le village du livre et les Monteliers, quoi. Il y a toujours eu un truc qui s'est pas. Un ciment qui n'a pas pris, quoi, entre les deux. Le fait que le village, il y a quand même une forte mixité, ça peut être un enrichissement aussi. Ah, mais ça, je dis pas. Hein, ça nous a permis de nous rencontrer. Non, mais c'est bien qu'il y ait beaucoup de gens qui soient arrivés au village, ça c'est sûr. Hein. Parce que c'est quand même un village quand même vachement dynamique, très vivant, avec pas mal d'initiatives et tout ça quand même. Grâce aussi à cette population qui est arrivée. Ah, mais oui, non, mais ça je ne mets pas ça à cause, hein, pas du tout. Non, du tout, c'est le lien qui ne s'est pas fait. Quoi. Tout le temps, elle fait tout le temps des fleurs, quoi. Elle est trop généreuse cette fleur. Je sais, elle nous aime, elle se plaît ici et elle nous est reconnaissante, tu vois. Elle nous offre des fleurs tout le temps. Une fois quand on revient le week-end, bah, on a une ou deux fleurs. Et je me demande où elle trouve toute cette énergie. Elle est magique, hein. Du coup, c'est un peu notre plante fétiche, quoi. Ce qui est vachement intéressant, c'est de s'intéresser à ce qu'a dit Linné. Vous savez, le grand botaniste, c'est lui à l'origine de la classification des végétaux. Et par exemple, il disait, des plantes comme celle-là, tu vois, elle a un appareil mâle et un appareil femelle. Tu vois, ici, tu as l'appareil mâle, tu as le pollen, et puis tu as l'ovaire à l'intérieur. Et donc là, l'homme et la femme, ils sont ensemble. Donc ils vivent dans la même maison et dans la même chambre. Ils forment un couple. Il y a d'autres plantes où tu as une fleur mâle et une fleur femelle. C'est le cas des courgettes. Donc là, ils vivent dans la même maison, mais dans deux chambres séparées. Et il y en a d'autres, par exemple, comme le kiwi ou le noisetier ou des plantes comme ça, où tu as des plantes mâles et des plantes femelles. Donc là, ils vivent chacun dans leur maison. Et ils se retrouvent pour se féconder. Et alors à l'époque, Linné, il a été très très décrié. Enfin, c'était très révolutionnaire, hein, ce genre de pensée. Et puis, bizarre ce qui se passe dans les plantes. Hein. En tout cas, j'ai quand même des petites courgettes dans mon jardin. Ça c'est pas mal. Alors que d'habitude, j'en avais jamais. C'est tellement beau maintenant. Là, il y a un truc qui pousse, mais...